Daniel Obono, bonjour à vous. Bonjour. Un nouvel attentat terroriste vient de frapper la France. Il s'agit de terrorisme islamiste. Écoutez ce qu'a dit Jean Castex hier. Une nouvelle fois, le département des Yvelines est mis à rude épreuve des attaques terroristes, puisque nous avons tous en mémoire l'odieux attentat de Magnanville en 2016 et plus récemment l'assassinat de Samuel Paty. Je voudrais dire à l'ensemble des Françaises et des Français combien notre détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes est plus que jamais intacte. Voilà ce que disait Jean Castex hier. Daniel Obono, terrorisme islamiste, vous êtes d'accord sur cette qualification ou pas ? Mais écoutez, étant donné que le parquet antiterroriste a été saisi et les éléments qui semblent provenir de l'enquête confirment pour le moment cette option. Je pense que dans tous les cas, il y a le sentiment de choc et de solidarité avec la famille, les proches, les collègues. L'ensemble de la ville de Rambouillet et l'enjeu c'est celui, je crois, auxquels sont attelés depuis un certain nombre d'années maintenant l'ensemble des services de sécurité, de renseignement, de prévenir ce genre d'actes et je crois que en ce moment c'est ça qui doit guider en fait l'ensemble de l'action des responsables des forces de sécurité. On est face à quoi, Daniel Obono, précisément? C'est le même mode opératoire, un individu qui passe à l'acte avec une arme blanche en criant Allah Akbar contre une personne qui représente la République. C'est une forme de guerre qui nous est menée par une idéologie? Bah oui, je pense que la forme du terrorisme aujourd'hui dans le monde, et en particulier celui qu'on a connu ces dernières années, est une forme d'idéologie meurtrière, violente, et qui cible un certain nombre de symboles. Ça a été l'école, l'enseignement pour Samuel Paty aujourd'hui, et à d'autres moments, ça a été également des forces de sécurité, des militaires, des policiers. Donc oui, on a là un geste. Encore une fois, l'enquête doit mener à comprendre un peu plus quelles sont les circonstances dans lesquelles il y a eu ce passage à l'acte par certains individus, parce qu'il y a des différentes formes d'actes de terrorisme. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, la recherche sur ces actes montre qu'il y a des motivations comment on fait pour diverses. lutter contre l'islamisme? Il y a eu un texte à l'Assemblée nationale qui souhaitait s'y attaquer. Vous n'avez pas voté à la France Insoumise, vous ne le regrettez pas? De quel texte s'agit-il? Le séparatisme, le projet de loi qui conforte les principes de la République. Vous l'avez dit vous-même, je pense qu'il y a différents textes qui ont été votés depuis le début du mandat, dont un des premiers sur lesquels nous avons travaillé, qui portait sur la question de la lutte contre le terrorisme. Le texte sur les principes républicains, c'est encore autre chose. Mais, et je pense qu'il faut pas. Je pense qu'il faut pas le passage à l'acte terroriste. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux. Ce texte, malheureusement, ne porte pas sur la question de comment on mène une lutte contre le terrorisme. Nous avons été très actifs à l'Assemblée nationale à faire un certain nombre de propositions, parce qu'il nous semble effectivement que en matière de terrorisme, il faut en revenir à la raison. Il faut avoir beaucoup de sang-froid. Il faut mettre les moyens. Et nous avons formulé, je crois, depuis le début du mandat, vous le savez. Continuum, on l'a vu avec l'attentat contre Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, un continuum entre le djihadisme islamiste, l'islamisme, la haine en ligne, sur cette idéologie qui crée un terreau pour ce passage à l'acte terroriste islamiste. Est-ce qu'il faut s'attaquer à l'islamisme? C'est ce que voulait faire le président de la République avec ce projet de loi. Et pourquoi vous ne l'avez pas voté? Parce que je pense que ce projet de loi ne s'attaque pas à ce qu'il prétend combattre. Je crois que malheureusement, et c'est d'ailleurs l'avis de nombre d'organisations de défense des droits humains dont on ne soupçonnera pas l'alliance avec une quelconque idéologie meurtrière ou terroriste. C'est le cas d'organisations républicaines, laïques, anciennes, comme la Ligue des droits de l'homme, comme la Ligue de l'enseignement, comme énormément de coalitions d'ONG qui contestent justement ce texte-là. Et effectivement, je crois qu'il y a un mélange des genres. Associations, je pense que les prêches dans les mosquées. Je pense qu'il faut être très sérieux et ne pas justement tout mélanger. Il y a
effectivement des idéologies qui favorisent le passage à l'acte terroriste, et il faut les combattre avec les armes du droit, les armes de la démocratie, les armes de la police, les armes de la police aussi quand il s'agit d'une incitation à la haine. Et je crois qu'on a aujourd'hui en France un arsenal extrêmement répressif de ce point de vue-là. Donc il faudrait d'ailleurs, étant donné que sur cette matière-là, on a voté beaucoup de textes en 20 ans, presque un texte tous les ans et demi, et c'est aussi l'avis d'un certain nombre d'observateurs sur ces questions-là qu'il faudrait prendre le temps aussi de faire le bilan de, justement, on a à peine le temps de mettre en œuvre les dispositifs qu'un nouveau texte vient les changer. Donc il y a tout un débat, il y a un débat très sérieux à avoir sur la lutte contre le terrorisme, mais le texte, encore une fois, sur les principes républicains, tel qu'il est intitulé d'ailleurs, ne porte pas sur la lutte directement contre le terrorisme, il porte sur un certain nombre de choses, notamment la restriction des libertés associatives, et c'est ce qui a mobilisé beaucoup d'organisations pour le critiquer. Et donc voilà, je pense que c'est encore un autre débat. Nous opposons à tout ce qui remet en cause l'état de droit. Nous pensons que c'est plus d'état de droit, plus de garantie des droits et libertés, qui nous permettra, y compris en tant que société, justement, de maintenir une cohésion et une unité contre ce genre Daniel Obono, l'assaillant hier était un Tunisien qui bénéficiait d'un titre de séjour depuis 2019 après être arrivé clandestinement en France en 2009. Beaucoup d'observateurs disent qu'il faut du coup revoir ce qui se passe aux frontières, et Marine Le Pen dit qu'il faut cesser de régulariser les gens qui arrivent clandestinement sur le territoire français. Faites-vous un lien là aussi entre cette régularisation et ce qui s'est passé hier ? Je pense que beaucoup de gens, comme vous dites, c'est surtout la droite extrême et l'extrême droite qui se servent de tous les faits possibles, y compris les plus dramatiques et les plus atroces, pour pouvoir justifier, eux, leur idéologie, qui est de considérer que l'immigration est la source de tous les maux en France. Et je crois que c'est extrêmement... en l'occurrence... Il se trouve que cette personne-là, mais vous savez bien que depuis le nombre d'années où notre pays connaît ce type d'attentat, il y a eu différents types de profils. Il y a eu un certain nombre de personnes de nationalité française qui ont commis ces actes horribles également. Et donc, moi, je conteste. Donc vous ne voyez pas le rapport, je conteste. Entre les deux. Le rapport, c'est que cette personne était effectivement une personne de nationalité était une personne de nationalité tunisienne, qui était une personne immigrée, mais faire de là à nouveau un amalgame avec l'immigration, oui, ça c'est la marotte de l'extrême droite, mais je pense qu'il faut être extrêmement sérieux là-dessus et ne pas céder à ce genre de propos qui n'aident en rien, y compris le travail. Encore une fois, sur le terrain, on a des profils très différents, on a dans les passages à l'acte des processus très différents. Il faut se donner les moyens de faire un travail sérieux là-dessus et arrêter l'instrumentalisation absolument que je trouve indécente, qui est faite, y compris depuis un certain temps, un certain nombre d'heures. On a à peine Daniel le temps de rendre hommage et de se recueillir, que déjà des vautours politiciens instrumentalisent tout cela. Je trouve ça absolument lamentable. On fait Myriam Ankawa. Oui, il y a le terrorisme contre les forces de l'ordre d'un côté, et il y a un problème très différent et plus large, c'est l'insécurité des policiers agressés, tirs de mortier contre les commissariats, notamment dans les Yvelines. Les syndicats de policiers demandent d'une certaine manière, c'est la CFDT Police qui en parle, que les forces de l'ordre deviennent grande cause nationale. Il y a une loi sur la sécurité globale qui avait pour but de protéger davantage les policiers. Faut-il le faire ? Et là encore, vous n'avez pas voté ce texte. Oui, nous avons voté contre. Encore une fois, nous ne pensons pas que les mesures prises vont dans le sens ni d'un renforcement de la sécurité des forces de police, ni d'un renforcement de la sécurité des citoyens et des citoyennes. Encore une fois, je crois que là, il y a... Est-ce qu'il faut davantage protéger les forces de l'ordre, ceux qui nous protègent ? Gérald Darmanin va renforcer la sécurité devant les commissariats. Ça, je pense que ça, c'est bien sûr que nous soutenons la mesure de sécurisation des lieux où ce type d'attaque peut avoir lieu, et que nous réprouvons toutes les attaques contre les forces de police. Mais je crois que malheureusement, dans le texte sur la sécurité globale, encore un texte qui est bien plus large, qui développe la sécurité privée, qui développe la télésurveillance, la vidéosurveillance, plus de pouvoir aux policiers municipaux, les caméras piétons également, qui remet en cause un certain nombre là aussi de droits et de libertés fondamentales. Et vous avez vu la mobilisation extrêmement large au niveau national et international contre ce texte-là. La défenseure
sur des droits. Enfin, je pourrais en citer énormément. Donc cette opposition, elle est basée sur une analyse, y compris de spécialistes de la question de la sécurité. Est-ce que les insoumis n'ont pas un problème avec la police? Je vais vous citer Jean-Luc Mélenchon qui a expliqué en mars dernier que les policiers étaient discrédités à ses yeux. Ce n'est pas des bons à rien qui sont juste capables de flanquer des amendes à tout le monde et de faire des gardes à vue qui vont nous expliquer ce qu'on doit faire à Marseille, disait-il, pour défendre les Marseillais qui participaient à un carnaval en dépit des contraintes sanitaires. Les policiers sont des bons à rien ? Écoutez, je pense que les propos de Jean-Luc Mélenchon sur la police, si vous les avez entendus dans leur intégralité, notamment lors du colloque que nous avons organisé en septembre dernier, sont bien plus réfléchis et approfondis que cette phrase prise à la volée dans ce contexte assez particulier. Je pense voilà une généralité, voilà une généralisation. Mais je pense que généraliser ainsi l'ensemble, encore une fois, je vous renvoie, et si vous êtes intéressé au sujet, vous savez que nous avons de manière très extensive développer un certain nombre de propositions pour donner les moyens à la police et aux agents et à l'ensemble des personnels aussi, parce que l'agente qui a été tuée hier était une agente administrative, et donc la police, ce ne sont pas juste les policiers qu'on voit, ce sont l'ensemble des personnels qui travaillent et qui font fonctionner nos services. Vous proposez d'ailleurs de réformer du sol au plafond la police, voilà, mais en même temps il y a des mots qui blessent et qui font aujourd'hui que les policiers, quand vous voyez tous les syndicats, ils considèrent que la rupture est quasi consommée avec les insoumis. Écoutez, moi, je pense que les propos d'un certain nombre de syndicats extrêmement virulents qui dépassent, un certain nombre de limites sont aussi extrêmement graves. Moi, je vous réponds simplement que si vous regardez depuis 4 ans à l'Assemblée nationale, l'ensemble des propositions qu'a fait la France insoumise vont dans le sens de défendre la police républicaine, de donner des moyens. Oui, mais ce qu'on entend, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon. Non, ce qu'on veut bien repasser en boucle. Ce qu'il dit et ce qu'on entend dans les micros. Non, je pense que non, encore une fois, je vous renvoie aux propos très longs. Je crois que c'est à peu près 1h30 d'intervention sur ce sujet-là fait par Jean-Luc Mélenchon en septembre dernier. J'y étais, j'en parle, puisque avec mon collègue Hugo Bernalicis, qui sommes tous les deux commissaires aux lois, avons travaillé de manière très extensive et allons d'ailleurs proposer un certain nombre de lois cadres. Et alors vous verrez que la sécurité sera sans doute l'un des grands thèmes de la présidentielle. Nos propositions sont très conséquentes. Et ça va, je termine, ça va des propositions de recrutement, de prendre plus de temps, une meilleure formation. Ça va aussi à faire une commission d'enquête sur la situation de mal-être et de souffrance au travail de l'ensemble des personnels de la police. C'est notamment mon collègue Alexis Corbière qui a mené un long travail là-dessus. Et donc, non, ça ne se résume pas à une phrase prise. Et je pense que toutes les interventions prises en 2 secondes et passées en boucle, si on résume l'action et les propositions politiques d'un mouvement à cela, c'est bien réducteur et malheureusement beaucoup trop de personnes le font. Mais encore une fois, j'affirme si la sécurité était l'un des grands thèmes de la campagne de 2022, on le voit dans les enquêtes d'opinion, c'est une priorité et ça remonte d'ailleurs dans les priorités des Français. Vous ne partez pas perdant sur ce terrain. Mais c'est pas une question d'être perdant. On ne fait pas un concours. Alors peut-être si, certains s'adonnent à une espèce de course à l'échalote sécuritaire. Donc nous opposons à une course à l'échalote sécuritaire parce que, par ailleurs, ça ne rend pas notre pays plus en sécurité, ça ne rend pas les citoyens plus en sécurité et ça ne rend pas, y compris les personnels de sécurité, plus en sécurité. Nous pensons qu'il faut donner les moyens aux services publics de la police, à tout un ensemble de services publics de faire ce travail qui est d'être au service de la population, qui est de maintenir la paix civile, d'être des gardiens et gardiennes de la paix. Et c'est ce que nous proposons. Et donc non, nous n'avons pas de problème à parler de ces sujets. Et je pense que nous avons démontré à l'Assemblée nationale que nous avons des propositions très nombreuses et très fournies pour assurer cette tranquillité publique, cette paix, ce qui est le travail au quotidien de la police et qui doit pouvoir le faire. Mais nous sommes contre effectivement les dérives sécuritaires et autoritaires que nous constatons ces dernières années. Et pas que nous. Toujours à propos de la police, Gérald Darmanin va recevoir les policiers victimes d'une attaque au cocktail Molotov à Viry-Châtillon en 2016. Alors la cour d'assises des mineurs de Paris a prononcé 8 acquittements sur 13 prévenus. 3 condamnés sur 5 se sont pourvus en cassation. Beaucoup de policiers, et les syndicats particulièrement, sont scandalisés par ce verdict. Et vous ? Écoutez, encore faut-il expliquer pourquoi est-ce que un certain nombre de prévenus
ont été par 2 fois en fait relaxés parce que il y a eu un certain nombre de procédures et d'ailleurs vos collègues, je crois, de Mediapart l'ont montré dans une enquête fouillée où des personnes qui avaient été interpellées ont été maintenues en prison. Je pense au moins à 2 jeunes hommes, dont un a passé 4 ans en prison. Alors qu'il n'avait commis aucun de ces actes condamnables, sanctionnés. Écoutez, de fait, c'est bien pour cela que la justice a rendu ce verdict. Donc je pense que d'abord il faut expliquer et là encore arrêter d'instrumentaliser. Je pense que les faits sont suffisamment graves pour que tout le monde ait à cœur que effectivement les coupables soient sanctionnés, soient condamnés. Il se trouve que dans ce cas précis, il y a eu des condamnations, mais il y a eu aussi, oui, des acquittements parce que les personnes qui avaient été mises en cause n'étaient pas responsables. Mais je pense que là aussi, plutôt que d'agiter comme ça et d'extrapoler, on a eu aussi des propos très graves, en plus de remise en cause, de la falsification et la diffusion dans un certain nombre de médias de propos qui n'avaient pas été tenus à l'audience. Et vous voyez très bien de quoi je parle. Je parle des propos notamment de Madame Pécresse qui s'est mis à reprendre là aussi l'ancienne de l'extrême droite et de mettre en cause le parquet. Je crois que c'est extrêmement grave parce qu'encore une fois, ça n'aide ni la police à faire son travail correctement, mettre une telle pression politicienne, parce que du coup, on l'a vu, malheureusement, on peut comprendre la tension qu'il y avait pour les forces de l'ordre, étant donné que des collègues avaient été mis en cause, mais l'exigence serait que les coupables soient sanctionnés, condamnés, et que non, on ne peut pas considérer satisfaisant que des personnes innocentes, des jeunes hommes, se retrouvent 4 ans en prison alors qu'ils n'ont pas commis d'acte. Donc je pense qu'il faut plus de sérénité, plus de responsabilité, surtout de la part de politiciens qui aujourd'hui ne rendent pas service à la police et ne rendent pas service à la justice. Myriam Ankawa. Oui, quelques questions sur la crise sanitaire. Le gouvernement commence à déconfiner dès lundi, alors que le virus circule encore fortement. Est-ce que l'exécutif prend un risque, un trop grand risque sanitaire selon vous ? Écoutez, nous sommes circonspects comme beaucoup, en particulier les personnels de l'éducation nationale, des parents aussi, sur le fait qu'une décision est prise sans qu'on sache véritablement quelles sont les motivations de l'exécutif. Enfin, ça fait 1 an que ça dure, toute cette histoire, et où les consignes sont pour le moins contradictoires. Pour les primaires, notamment dès lundi, et pour les collégiens lycéens la semaine suivante, ce sont les dates annoncées, elles seront tenues. C'est pas une. Oui, mais la question, c'est pas de tenir des dates, c'est de s'assurer que quand il y a des confinements, et je pense que tout le monde, au bout d'1 an de restrictions, de crise pandémique, et surtout on est à plus de 100 000 morts aujourd'hui dans notre pays. C'est quelque chose, c'est une épreuve extrêmement dure individuellement et collectivement. Donc je pense que tout le monde souhaiterait. Donc pour vous, les conditions sanitaires ne seront pas respectées à l'école. Une vie un peu plus normale. Il y a des protocoles, les tests salivaires, les demi-jauges. Vous parlez de l'école. Où en est-on là-dessus aujourd'hui? Les annonces, parce que c'est beaucoup d'annonces et en fait peu de suivi, et l'intendance a du mal à suivre parce que tout cela n'est pas anticipé. Malheureusement, on parle des demi-jauges. Est-ce que à partir du 26 avril et ensuite le 3 mai, il y aura des demi-jauges systématiquement dans tous les établissements aujourd'hui de notre pays, de la maternelle au lycée? Vous avez des remontées de terrain qui permettent d'en douter? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qui est annoncé d'ailleurs. C'est aujourd'hui au lycée, mais ça ne va pas être systématisé partout. Est-ce que dans chaque salle, quand on parle de demi-jauge, on parle bien d'effectifs réduits, et c'est ce que disent aujourd'hui les syndicats de l'enseignement et de l'éducation. Est-ce que dans toutes les salles, il y aura des détecteurs de CO2 et des purificateurs d'air? Ce sont aussi des éléments qui ont été pointés depuis plusieurs semaines, même depuis plusieurs mois, comme permettant d'assurer un protocole sanitaire véritablement strict. Désormais, la règle de 1 cas et signifiant une fermeture de classe va être appliquée, mais il y a encore quelques semaines, ce n'était plus le cas, et on avait réduit ces protocoles. Donc vous voyez bien que il y a peu de raisons de croire que aujourd'hui, le 26 avril, les conditions sécuritaires en termes sanitaires seront remplies. Et pour la suite, alors Daniel Obono, début mai, mi-mai, les terrasses, les lieux culturels qui devraient commencer à rouvrir, vous dites quoi? Écoutez, nous disons depuis le début qu'il faut créer les conditions pour des alternatives au confinement. Et nous avions proposé la société de roulement, les horaires décalés pour les personnes
qui travaillent. Donc tout un ensemble de mesures qu'on aurait pu préparer et mettre en œuvre. Quoi ça changerait vraiment la situation épidémique si on était en société du roulement avec des roulements pour les. Mais c'est ce que nous pensons. Pour les élèves, c'est ce que nous pensons. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, quand même, on est quand même un des pays en Europe qui a la tension hospitalière la plus forte et la tension épidémique la plus forte. Donc, début mai, depuis un an, 15 mai, on vous avait voyez peut-être quoi un peu de recul pour préparer et anticiper tout cela. Vous voyez une nouvelle vague pour la mi-mai? Pour le moment, je pense que peu de personnes arrivent à voir ce qui va se passer. D'ailleurs, les annonces de dates de réouverture sont encore très floues et les professionnels se posent un certain nombre de questions. Donc, je pense que tout cela est mené depuis le début avec on a quand même des échéances précises là. Un manque d'anticipation, mais encore une fois, quels moyens sont mis en œuvre? Encore une fois, qu'est-ce qui est anticipé, qu'est-ce qui est planifié en termes la vaccination, comme par exemple pour les deuxièmes lignes. Est-ce que ça vous en réjouissez? Les caissières, les routiers vont pouvoir être vaccinés. Ça, c'est une bonne chose. Il aurait fallu, par exemple, vous parliez de l'école le 26 avril, s'assurer que l'ensemble du personnel de l'éducation nationale serait vacciné au moment de l'ouverture. Là, ça commence à le faire. Oui, mais ça prend quand même un peu beaucoup de temps. Et ce que disent aujourd'hui les enseignants, que ce n'est pas disponible pour tous les enseignants. Donc, je pense que oui, il faut que toutes celles et ceux qui le souhaitent puissent être vaccinés dans les personnels prioritaires, notamment dans l'enseignement et d'autres secteurs, effectivement particulièrement exposés. Mais encore une fois, est-ce que la logistique va suivre? On a vu qu'on avait un certain nombre de problèmes de logistique parce que tout cela n'avait pas été anticipé. Et puis, un point sur la vaccination. On en est encore en une situation où il y a, en France, pas assez de doses, notamment parce que notre pays s'oppose aujourd'hui à la levée des brevets sur les vaccins qui permettraient que nous puissions produire des vaccins aujourd'hui beaucoup plus, en plus grand nombre. Et donc, vous avez comme une situation contradictoire où nous ne sommes pas au rythme actuel en capacité de vacciner toutes les personnes qu'il faudrait parce que nous refusons nous-mêmes, notre propre pays refuse de se donner les moyens de produire des vaccins en levant les brevets. Donc vous voyez quand même que là, il y a une contradiction, surtout quand la vaccination est aujourd'hui quasiment le seul outil qui semble guider la politique du gouvernement pour permettre justement le déconfinement. Et là, il y a un problème. Merci Danielle Obono.